Alors, la candidature d'un officier général à l'élection présidentielle peut surprendre, interpeller même, car habituellement ceux à qui la France a confié son épée ont plutôt des réticences à s'exprimer et sont soumis, c'est le cas de le dire, au devoir de réserve. Alors, ce n'est pas un sujet très facile, mais nous avons considéré, et j'ai considéré que la situation que le pays connaît aujourd'hui devient difficile, pour ne pas dire insupportable, et que donc ça nécessitait de faire quelque chose. Alors, je sais bien, c'est pas toujours facile. La réflexion a été menée au cours de ces derniers mois au sein des VPF, au sein de notre équipe de direction. La décision n'a pas été forcément simple à prendre, vous l'imaginez. En tout début d'année, le 25 janvier, même à Paris, lors de la présentation de notre gouvernement de relève nationale, ça n'était pas dans ma tête. Donc c'est vous dire que c'est pas très ancien, la décision est arrivée au cours du mois de mars, et alors on m'a convaincu, j'ai essayé à certains moments de dire oui, mais il y a aussi l'âge, etc. Donc voilà, on m'a convaincu, donc je suis convaincu également, parce que voilà, il faut y aller, il ne faut pas reculer. En tout cas, il faut bien que on se dévoue. Donc voilà, on a été convaincus et donc on y va. Alors je voudrais quand même parler des motivations quand même de ma candidature. J'en vois à peu près 3. La première, je l'ai déjà évoquée, c'est la situation dramatique de la France qui est aujourd'hui fracturée, défigurée, martyrisée, comme j'aime bien le dire, à l'image de Notre-Dame de Paris d'ailleurs, et donc martyrisée par une immigration de masse incompatible avec notre culture et nos valeurs, et qui conduit inexorablement vers la libanisation du pays, que le président, M. Emmanuel Macron, ne veut pas voir, mais dont chacun connaît l'issue, c'est-à-dire du sang et des larmes. Il ne faut pas se leurrer. La deuxième, c'est que l'ordre et la loi, aujourd'hui complètement bafoués, doivent être rétablis, car ils sont indispensables pour recouvrer la liberté. Avoir porté l'uniforme pendant une quarantaine d'années, au service de l'État et de la nation, devrait être pour nos compatriotes, en ces temps que je qualifierais de tragiques, la garantie de ce rétablissement. Par ailleurs, ma démarche, effectuée hors des partis politiques, comme vous le savez, est également la garantie de mon engagement totalement désintéressé, au service du bien commun, de l'intérêt de l'État et de la nation. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'État qui trahit la nation. La troisième, c'est la nécessaire opposition à un système corrompu, soumis à l'oligarchie financière apatride, qui travaille, guidé par une idéologie mondialiste et progressiste, à la disparition des nations, des identités, système aujourd'hui incarné parfaitement par M. Macron, même s'il n'est pas le seul responsable de la situation actuelle. Sa personnalité arrogante, méprisante à l'égard du peuple qu'il n'aime manifestement pas. De ces 3 raisons majeures, vous l'imaginez, à l'origine de ma démarche, la troisième est pour moi essentielle, a été déterminante dans ma décision. Celui que le peuple désigne pour le guider est dépositaire d'un pouvoir qui n'est pas absolu, un pouvoir qui est délégué, un pouvoir confié pour une période, un pouvoir qui doit être orienté en permanence vers le bien commun et l'intérêt de l'État et de la nation, comme je l'ai dit, c'est-à-dire un pouvoir
exercée avec les devoirs impératifs liés à cette lourde charge. En un mot, je résumerai, servir. Or, le président Macron a oublié ou ignore ces principes et il se fiche avec mépris de savoir qu'il n'est que le fondé de pouvoir d'un souverain qui s'appelle le peuple. Et donc, il mène de ce fait la France et son peuple au désastre, et sa gestion de problèmes vitaux pour la France, que ce soit sur l'immigration de masse, que ce soit sur le séparatisme, que ce soit sur la destruction de la famille, ou encore sur la pandémie du Covid-19, doit être qualifiée d'irresponsable. C'est pourquoi j'affirme que l'absence de réaction de sa part, ou la prise de décision contraire aux intérêts de la nation française dans la situation de guerre que nous avons évoquée, lui-même a reconnu à un moment que nous étions en guerre, il considérait contre un ennemi invisible puisqu'il parlait du Covid-19, mais c'est une guerre que nous vivons dans plusieurs domaines, constitue un manquement grave à ses devoirs, incompatible avec l'exercice de ses fonctions de président de la République. J'utilise d'ailleurs à dessein les termes formulés dans l'article 68 de notre Constitution pour bien marquer que le président actuel manque gravement à ses devoirs à l'égard notamment de la nation française et de chaque citoyen, et qu'il ne devrait pas pouvoir, dans une véritable démocratie, continuer impunément dans cette voie. Je donnerai quelques exemples, que ce soit sur la pandémie du Covid-19, que ce soit sur la loi bioéthique, ou que ce soit sur les conséquences de cette immigration de masse hostile à notre civilisation, sujet majeur, puisqu'il s'agit en fait de l'existence même et de l'avenir de la nation française et de sa survie. L'annonce de ma candidature a pu bien évidemment interpeller certains ou être considérée comme trop précoce par d'autres. Il faut bien comprendre que la campagne pour l'élection présidentielle constitue une tribune incontournable et unique si nous voulons que les idées que nous défendons soient exprimées publiquement pour être connues, alors qu'aujourd'hui, les médias, bien évidemment, comme vous le savez, nous ignorent totalement. D'autre part, nous lançons hors des partis politiques, comme je l'ai dit, dans une véritable course de fond. C'est la raison pour laquelle, pour préparer et mener sa campagne, nous avons besoin de temps. Et donc, un peu plus d'une année, ce ne sera pas, je dirais, inutile. Nous avons donc besoin de temps. Cela dit, et c'est ce qui nous différencie des partis politiques, qui même dans la situation tragique que vit le pays depuis de nombreuses années maintenant, mais qui s'aggrave aujourd'hui, ne sont finalement que des écuries qui tentent de faire gagner leur champion, mais pour faire quoi? Nous ne le savons pas. Et donc, alors que la réponse doit être claire, c'est celle que je veux faire passer, c'est que aucune politique n'a la moindre chance de réussir si on ne décide pas de régler en priorité le problème de l'immigration et l'islamisation du pays. Un système grippé, en panne, qui n'est plus contrôlable ou maîtrisable et qui s'emballe, doit être stoppé et relancé, réamorcé, réinitialisé. C'est donc une véritable révolution qui doit être enclenchée aujourd'hui. Alors, j'évoquerai quelques exemples, je vous en ai parlé dans la première partie, l'introduction. J'ai 3 exemples que je voudrais évoquer. Tout d'abord, dans l'affaire de la crise sanitaire, provoquée, comme on le sait, par cette pandémie du Covid-19, le chef de l'État et le Premier ministre et d'autres responsables
savait à quoi s'en tenir dès le tout début du mois de janvier. Ils ne pouvaient pas ignorer le risque d'une particulière gravité auquel ils exposaient les Français en ne réagissant pas immédiatement, en persistant dans le déni et en n'ayant pas réagi immédiatement. Nos dirigeants ont une immense responsabilité dans l'évolution de cette crise sanitaire sur notre territoire. Je ne m'étendrai pas sur l'absence de tests et de masques, si ce n'est pour pointer tout de même le manque de rigueur dans l'observation des règles élémentaires en matière sanitaire portant sur la constitution de stocks stratégiques de protection à titre préventif. Je ne m'attarderai pas non plus sur l'absence de ligne directrice dans la gestion de cette crise marquée par des hésitations successives, des déclarations ou décisions incohérentes et souvent contradictoires qui ont révélé l'incapacité, sinon l'amateurisme à certains moments, de nos dirigeants à anticiper et à décider dans les moments difficiles. En revanche, je veux dénoncer ici la gestion de cette crise par le président Macron. De son propre aveu, il conduisait une guerre contre un ennemi invisible. Pourtant, l'État, c'est son rôle, prépare, planifie, actualise en permanence des plans à mettre en œuvre le moment venu. Et dans ces plans, eh bien, il y a les principes de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale et donc l'organisation de la réponse opérationnelle. Et parmi les premières mesures de cette directive, les dernières datant d'avril 2018, cette directive impose, il y a le contrôle systématique des voyageurs, cela veut dire concrètement le contrôle aux frontières, voire la fermeture des frontières. Et il y a, par ailleurs, il est établi que les médecins de ville constituent la première ligne de prise en charge des patients pour assurer la détection précoce des cas suspects ou possibles. Cependant, on l'a constaté, eh bien, c'est l'inverse qui a été fait. Pas de fermeture des frontières et les médecins de ville complètement ignorés puisqu'on leur a interdit de prescrire. Pour quelle raison ? C'est une violation délibérée par l'exécutif des plans établis qui auraient dû être appliqués et qui a conduit à des conséquences criminelles sur la population et en particulier sur les personnes âgées, notamment dans les EHPAD. On se souvient, les SAMU étaient interdits de transférer ces personnes âgées dans les hôpitaux et on a même mis en place l'utilisation, pas de prescription et en revanche le Rivotril qui est en fait l'utilisation, c'est pratiquement la mise à mort des patients. Voilà, c'est quelque chose d'intolérable. Ensuite, l'exemple de la loi éthique. Eh bien, cet exemple participe également à la destruction programmée de notre société, jusqu'ici fondée sur des valeurs humanistes. Cette loi, qu'on peut qualifier de scélérate, qu'on pourrait même qualifier de démoniaque et de satanique, procède de la volonté délibérée d'un président apprenti sorcier qui s'attaque là au fondement même de l'humanité. Ce projet de loi est en effet contraire à l'ordre naturel et à l'éthique. Il comporte des dispositions allant à l'encontre de notre conception humaniste de la personne humaine. C'est ainsi que, outre la PMA pour toutes, c'est-à-dire aboutissant à créer des enfants sans père, il autorise la recherche sur l'embryon et le fœtus, il permet la conception de bébés médicaments et va jusqu'à admettre la création de chimères animal-homme. Ce projet de loi va encore plus loin dans la négation même de la personne humaine en autorisant une monstruosité masquée sous l'appellation d'interruption
médicale de grossesse, pour des raisons fallacieuses que l'on connaît, et qui n'est rien d'autre qu'une opération destinée à donner la mort, puisqu'il s'agit de supprimer un enfant à naître jusqu'au dernier jour. C'est un véritable crime. C'est monstrueux. Ce projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale dans l'urgence, et à un moment où d'autres sujets auraient mérité d'être discutés en priorité. Cette urgence dans le traitement du sujet révèle cependant une fois de plus la volonté délibérée de M. Macron de détruire les bases de la famille, d'instaurer un droit à tuer un enfant à naître, et de favoriser, c'est là aussi un problème important, favoriser les lobbies pharmaceutiques et financiers pour qui cette opération de marchandisation et d'instrumentalisation du corps humain est une véritable aubaine dont ils sauront tirer un profit financier, c'est évident. On ne peut que constater ici aussi que le chef de l'État manque gravement à ses devoirs. L'association la Manif pour tous a prévu une manif le 10 octobre prochain. Eh bien, nous soutenons, cette manifestation, et j'invite ceux qui sont sur Paris et qui peuvent y aller de s'y rendre. Le troisième exemple que j'évoquerai, il est essentiel, puisqu'il est vital pour l'avenir, c'est de la survie du peuple français, et ça concerne également les peuples européens, essentiel et vital pour son unité, et donc pour son droit légitime à la continuité historique. C'est d'ailleurs, je dirais, le droit de tout peuple, de toute nation. Et vouloir se défendre ce droit aujourd'hui menacé n'est pas faire preuve de xénophobie ou de racisme, mais de patriotisme et de simple bon sens. Et ce droit fait partie, il faut le dire, c'est un droit de l'homme, puisque certains se réclament des droits de l'homme, eh bien défendre son identité, son peuple, est un droit de l'homme. Ne pas l'admettre, c'est participer au processus de changement de peuple engagé à bas bruit depuis maintenant 4 décennies, sans réaction des dirigeants politiques. Pour être plus brutal, mais plus expressif, c'est participer, collaborer à un génocide par substitution. Et si les dirigeants politiques qui se sont succédés depuis une quarantaine d'années sont coupables de ne pas avoir pris la mesure du danger que représente l'accueil d'une immigration de masse incompatible avec nos valeurs et hostile à notre civilisation et à notre culture, coupables de ne pas avoir corrigé le cours des choses, le président Macron les dépasse tous par un traitement machiavélique de ce dossier. En effet, conscient de l'évidence du danger et des drames qui s'annoncent, il n'entreprendra aucune action ni contre cette submersion migratoire prédatrice, ni contre le séparatisme islamique qu'il favorise en participant de fait, je le dis, je l'affirme, en participant de fait à l'islamisation de la France. Je me référerai, pour donner des exemples, au rapport de l'Institut Montaigne de septembre 2016, où un certain nombre d'informations sont mentionnées et sont très claires. À l'époque, 30% des musulmans se jugeaient radicalisés et vouloir utiliser leur religion, entre guillemets, comme un outil de rébellion contre l'Occident et en particulier contre la France. Plus de 50%, au niveau des jeunes, 50% se considéraient comme radicalisés et soutenant les djihadistes. Ils sont aujourd'hui, après le dernier sondage, je crois, de l'IFOP, de 50%, ils sont passés à 72%. Vous imaginez, en 4 ans, les choses vont très vite. Donc, le rapport de l'Institut Montaigne est très, très parlant.
hormis le fait du chiffre qu'il donne du nombre de musulmans sur la France. En revanche, les pourcentages qui sont donnés sont très intéressants et il faut les analyser. Mais ils sont, je dirais, aujourd'hui déjà dépassés. Mais il n'y a pas que le rapport de cet institut. Il y a également d'autres manifestations, d'autres incidents graves, que je considère graves, qui se sont produits. Je citerai notamment la profanation de la cathédrale Saint-Louis à l'occasion d'un concert donné à l'initiative de l'ambassadeur du Kosovo avec une prière islamique pendant le concert dans la cathédrale. C'est insupportable. On ne peut pas dire que nos dirigeants politiques n'étaient pas au courant. Il y a eu également, si vous vous souvenez, la conférence de la Ligue islamique mondiale organisée à Paris. Conférence à laquelle notre Premier ministre, M. Philippe, devait s'exprimer au moment du début et le président devait s'exprimer au moment de la clôture. Je crois qu'on a dû lui passer un message. Ils se sont rétractés au dernier moment, mais c'est dire le côté scandaleux et irresponsable. Donc, le dernier en date, eh bien, c'est la reprise de cet accord qu'avait signé Madame Belkacem lors de son ministère, lorsqu'elle était ministre de l'Éducation nationale, passé avec la Tunisie sur l'apprentissage de l'arabe à l'école primaire. Le président a mis en place cette affaire. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne participe pas à l'islamisation du pays. Donc, voilà, pour moi, il manque gravement à ses devoirs. C'est incontestable. Des leçons auraient pourtant dû être tirées depuis longtemps de l'expérience douloureuse vécue ces dernières décennies pour aboutir, devant l'évidence de la menace, à l'application d'un principe de précaution, le refus de cette immigration. Le chef de l'État oublie par ailleurs, ou ne veut pas voir, une autre évidence sur la menace que constitue cette immigration de peuplement, c'est-à-dire sa manipulation ou son utilisation par les États d'origine comme levier de déstabilisation de notre pays. C'est pourquoi le moment est venu de traiter résolument et courageusement le problème de cette immigration incompatible et hostile qui conduit la France à sa fracture, à la fracture et à son martyre. Alors, après le droit à la différence pour les individus prônés par la gauche, vous vous en souvenez, il y a une quarantaine d'années maintenant, il est temps à présent d'exiger ce même droit à la différence pour les peuples. Le peuple français a le droit d'être différent de l'Afrique et du Maghreb. Il en est de même d'ailleurs pour l'Europe dans son ensemble. Je rappelle d'ailleurs que c'est ce qui a constitué jusqu'ici la richesse de l'humanité. Car hormis l'inacceptable évolution ethno-culturelle sur le long terme qui s'annonce, un changement de peuple finalement, signe d'une inadmissible soumission et source d'appauvrissement dans tous les domaines, les conséquences sur les courts et moyens termes sont multiples. Si un sursaut salutaire n'a pas lieu en 2022, la France court à sa perte avec, comme je l'ai dit, la libanisation du pays. Notre président, qui est très au chevet du Liban, c'est bien joli d'aller voir le Liban, mais il a vu les conséquences de ce qu'est, et d'ailleurs ce terme de libanisation qui a maintenant un label incontestable qui veut dire ce qu'il veut dire. Donc nous nous dirigeons tout doucement vers ce drame. Voilà. La première étape, donc, de cette libanisation dont je parlais, est déjà bien engagée avec la multitude de territoires perdus, véritables enclaves étrangères sur notre propre sol et bras armés d'une contre-société issue de cette immigration hostile. C'est la première étape, mais une seconde étape est engagée depuis quelque temps,
vous l'avez tous noté, avec des agressions violentes, des vols, des viols, des lynchages, des attaques au couteau qui sont devenus quotidiens et, il faut le dire, avec des morts, considérés par les médias comme des faits divers et par nos responsables politiques, dont le président, pour des incivilités. Donc là, j'affirme que cette seconde étape constitue une stratégie qui vise à terroriser la population, une stratégie terroriste préconisée d'ailleurs par l'État islamique depuis le début, un djihad aveugle et barbare. Donc, il y a d'autres volets aussi sur cette immigration qui pourraient être abordés, qui ne peuvent pas être occultés. C'est notamment le coût financier exponentiel que prend cette immigration avec un tas de dérives. Alors, je ne donnerai pas de chiffres sur cette affaire, mais bon, juste quelques-uns. Savoir notamment que sur une population de 67 millions d'habitants pour la France, on a plus d'un habitant sur 5 et plus d'une naissance sur 3 qui sont d'origine extra-européenne et en majorité de culture islamique. Donc, il y a là un véritable problème. Il n'est nul besoin d'être démographe renommé pour, à partir de chiffres ponctuels, à partir de, je dirais, d'évolution que l'on observe dans le temps, pour comprendre qu'au bout de 20 ans, de 40 ans, eh bien, il y a là un véritable problème. Et quand on parle de changement de peuple, eh bien, si on n'y prend pas garde, on y va tout droit. Donc, au niveau des coûts de l'immigration, certains chiffres ont été donnés ces derniers temps, notamment sur la fraude, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit sociale, les coûts des mineurs isolés, vous imaginez, ce sont des milliards, des dizaines de milliards qui sont dépensés aujourd'hui au détriment des besoins des Français. C'est quelque chose d'inimaginable, d'impossible. Au niveau le coût des associations également, les chiffres sont faramineux. On voit au niveau des associations qui sont axées sur l'immigrationnisme, on a l'exemple de France Terre d'Asile, les budgets, les aides qui sont dispensées sont faramineuses, mais ce que l'on sait moins, c'est que comme ils ne peuvent pas percevoir plusieurs subventions, il y a un lot d'associations qui sont axées sur le même sujet, qui sont déclarées, mais qui en fait sont reliées avec le même, ce qui fait au bout du compte des sommes inimaginables. Donc il y a là un vrai coup de balai à donner. Alors, je voudrais le document que vous recevrez à l'issue de mon intervention vous donnera les grandes orientations de notre programme. Bien évidemment, c'est des premières lignes directrices qui maintenant, par le biais de nos équipes qui sont constituées, vont être complétées, peaufinées, etc. Nous avons devant nous quelques mois, une année 2021 qui va être assez studieuse et dense pour formater ce programme définitif. Mais si vous voulez, j'ai quelques grandes lignes à vous donner sur ce qui est préconisé, ce que je propose. Voilà. Notamment sur la politique migratoire, puisque c'est le sujet central pour ce qui me concerne, et je pense qui vous intéresse également. Dans ce domaine, eh bien, des mesures sont présentes dans le document que vous aurez. Elles ne sont pas forcément exhaustives. Elles seront, si nous arrivons au bout, appliquées, je dirais échelonnées dans le temps, mais appliquées certaines immédiatement, d'autres sur le court terme, sur le moyen terme et le long terme, parce que
il est évident, on ne peut pas tout changer en l'espace des fameux 100 jours qu'on évoque souvent après une élection présidentielle. Donc, il va falloir faire cela dans l'ordre mais de façon déterminée. Mais au préalable, avant de pouvoir appliquer ces mesures, vous imaginez que certains s'y opposent aujourd'hui et s'y opposeraient de toute façon, mais si nous arrivons au pouvoir, au préalable, nous mettrons en place un moratoire pendant au moins un quinquennat, voire une bonne dizaine d'années, s'agissant des conventions internationales ou traités qui nous lient à des normes établies par des institutions supranationales et qui finalement musellent notre souveraineté. C'est le préalable à notre politique. Cette dernière doit être, donc la souveraineté doit être retrouvée pour pouvoir appliquer les mesures que nous préconisons. Alors, dans ces mesures, je vous en donne quelques-unes, vous pourrez les reprendre dans le document. Stopper l'immigration extra-européenne de peuplement, supprimer le regroupement familial, expulser les clandestins. Alors là, bien évidemment, je disais des mesures à court terme, à moyen terme, à long terme, parce qu'il faudra prendre des dialogues avec les États d'origine qui pourraient se montrer réticents, etc. Mais il faudra échelonner ça dans le temps. Et nous avons, la France a de toute façon des moyens de pression qu'elle n'utilise pas aujourd'hui, mais que nous utiliserons le moment venu. Donc, quand je dis expulser les clandestins, il faut bien s'entendre au niveau clandestin. Qu'est-ce qu'on entend par clandestin? Ce sont ceux entrés illégalement sur le territoire, ceux entrés légalement mais dont le visa est périmé, et ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Donc ça fait du monde. Revoir le droit d'asile, bien évidemment, puisqu'il est devenu maintenant, il faut lui rendre sa vocation initiale. La France a toujours eu cet honneur de recueillir des gens menacés dans leur pays, mais n'avait pas vocation à recevoir des gens pour bénéficier de prestations sociales et familiales. Voilà. Donc, il faut revoir ce droit d'asile et lui rendre sa vocation première. Parce qu'il est devenu aujourd'hui un outil d'immigration illégale, c'est évident. Ensuite, suppression bien évidemment de l'aide médicale d'État, de l'AME, et de toutes les aides qui constituent un appel d'air pour cette immigration. Instauration, parce que bien sûr on ne préconise pas l'immigration zéro, on aura toujours besoin d'immigration de travail, mais à ce moment-là on établit, ce sera des contrats de travail à durée déterminée et sans regroupement familial. Moi, je préconise un contrat de 5 ans, non renouvelable, à l'issue, eh bien, l'intéressé. Nous avons eu l'intérêt de l'avoir, lui a eu l'intérêt de gagner sa vie et de faire profiter sa famille dans son pays d'origine. Eh bien, à l'issue, merci, et il retourne chez lui. Voilà. Ensuite, sur les clandestins, un petit rappel aussi, je l'ai déjà dit, mais il faut s'attaquer aux employeurs également. On le voit aujourd'hui. Il est inadmissible de voir des manifestations de clandestins aujourd'hui dans la rue à Paris pour revendiquer leur régularisation parce qu'ils sont employés, ils travaillent. Mais ce sont les employeurs qu'il faut sanctionner. Donc là-dessus, pas de cadeau. De lourdes amendes sur les employeurs. La réforme du code de la nationalité, bien évidemment, et la suppression du droit du sol. Aujourd'hui, si on veut stopper le naufrage vers lequel on se dirige, il faut supprimer ce droit du sol. La suppression de la binationalité pour les extra-européens. Et quand je dis la suppression de binationalité, moi, je serai là, probablement là également dans la ligne de Zemmour, c'est dans ce cas-là conservation de la nationalité d'origine qui sera privilégiée. L'instauration, ensuite, de la préférence nationale, c'est-à-dire que toutes les aides et prestations sociales et familiales
sont servis aux seuls Français. Et donc, durcissement des conditions d'accès à la nationalité française. Déchéance de nationalité pour ceux qui prennent les armes contre la France, et bien évidemment expulsion de leur famille, parce que il ne faut pas se leurrer, s'ils sont devenus djihadistes, etc., c'est que de toute façon, dans leur famille, c'est l'éducation qu'ils reçoivent. Il ne faut pas faire de cadeaux dans ce domaine. C'est notre vie, c'est notre survie qui est en jeu. Là-dessus, on ne fait pas de politique avec de bons sentiments. Faire de la politique, c'est justement ne pas faire d'erreur dans la prise de décision. Donc, dans ce cas-là, pas de cadeau. Expulsion, de toute façon, des délinquants et fichés S étrangers dans leur pays d'origine. Nous n'avons pas à garder ces gens-là chez nous. Vous verrez également quelque part dans le document que l'on préconise la réouverture d'un bagne pour les terroristes, voire pour certains crimes très graves, terroristes, etc. Voilà. Donc, pour les éloigner du territoire métropolitain, notamment, et puis pour justement empêcher ce prosélytisme, cette islamisation dans les prisons. Il faut éradiquer totalement cet aspect des choses. Je continue. Fermeture des mosquées salafistes, fréristes, tablighs, ça représente aujourd'hui aux alentours de 460 mosquées, et interdiction de toute nouvelle construction de mosquées. Ça, et dans la foulée, la suppression de l'abattage rituel des animaux. C'est-à-dire que toutes ces mesures ajoutées les unes aux autres, avec la suppression de la binationalité, la préférence nationale, etc., au bout d'un an, 2 ans, certains vont être contraints à partir d'eux-mêmes parce qu'ils n'auront plus l'intérêt sur le plan économique. Et ils comprendront bien qu'ils ne sont pas les bienvenus. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose d'important auquel moi personnellement, je tiens. Ensuite, vous trouverez, je prends un autre exemple sur les mesures, c'est sur la réforme de nos institutions. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin, notamment avec Nicolas Stocker, sur cette affaire. Il est temps, il y a des corrections qui doivent être apportées à notre Constitution, et c'est vrai que si nous avons eu jusqu'à présent une démocratie représentative, on a bien vu que la 5e Constitution, la Constitution de la 5e République, a été modifiée, complètement dévoyée aujourd'hui avec le quinquennat, un certain nombre de dérives qui sont aujourd'hui insupportables, et on le voit, le président de la République n'est plus le garant des institutions, ce n'est plus l'arbitre qui tranche, qui prend les grandes décisions, il est devenu le chef du gouvernement et de la majorité parlementaire. Il n'est plus le président de tous les Français. Ça, c'est inadmissible. Donc, là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, et puis, cette démocratie représentative, oui, nous sommes en démocratie, c'est bien. Elle a montré depuis un certain temps une certaine limite, puisque aujourd'hui, elle n'est devenue qu'un simple outil d'enregistrement. C'est plus un Parlement. Donc, là-dessus, le Parlement ne joue plus son rôle. Donc, il va bien falloir trouver une solution. Et la solution, eh bien, moi, je le préconise également. Moi, je parle d'une dose de démocratie directe. Et c'est ce que nous avons évoqué ce matin, l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, avec 2 volets. Le premier, c'est le référendum veto, c'est-à-dire une loi est votée par le Parlement, qui a enregistré le projet de loi du gouvernement,
tout naturellement, mais qui pose des problèmes à de nombreux Français, eh bien, comment dirais-je, les Français peuvent s'exprimer par le nombre de signatures qu'il faudra à ce moment-là déterminer. Eh bien, à ce moment-là, si le vote, le non l'emporte, eh bien, la loi est rejetée. Le gouvernement, le Parlement ne pourra plus imposer cette voie puisque le peuple se sera exprimé contre. Le deuxième volet, c'est l'initiative populaire. Là, on l'a dit ce matin aussi, souvent nos dirigeants politiques, voire nos parlementaires, sont très réticents à aborder certains sujets qui fâchent. Le problème de l'immigration de peuplement en est un. Et donc, pour essayer de franchir cet obstacle, eh bien, l'initiative populaire est là, à partir d'une association de Français décide de proposer. À ce moment-là, on peut envisager une consultation, le gouvernement, le Parlement donne un avis, mais un avis, et ensuite le vote a lieu. Et si la proposition qui a été initiée est adoptée, eh bien la loi sera adoptée. Donc c'est un point important. Alors il y a un risque. Il faut qu'on étudie bien la question sur le nombre de signatures qu'il faudra demander pour essayer là aussi d'éviter certaines dérives. Et je crois que la première démarche, on l'a vu ce matin, c'est vrai que localement c'est un très bon exercice pour formater ce genre de décision. Mais voilà, c'est un projet qui doit, à mon avis, qui est proposé dans notre programme. Autre exemple donc sur la réforme de l'État, servir la nation, eh bien ça impose à l'État, c'est évident, de se réformer régulièrement et de tenir compte des nombreux facteurs qui évoluent dans le temps pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'administration et de redéfinir ses responsabilités. Alors, parmi ces réformes que l'on peut envisager, vous le trouverez dans le document, il y a notamment ces deux grandes réformes qui ont été faites sur la régionalisation et la décentralisation, qui ont bien montré les dérives auxquelles elles sont arrivées, en créant des doublons, en créant des dépenses supplémentaires. Donc là, il va falloir réformer ce millefeuille, c'est évident. Donc là-dessus, c'est un autre exemple. Par ailleurs, ce que je peux dire également, on a parlé de la fonction publique à l'occasion de notre ami Olivier tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fonction publique, 5,5 millions de personnes, ça représente quand même plus de 20%, entre 20 et 25% de la population active de notre pays. Alors, cette fonction publique, il y a là aussi trois volets. Il y a la fonction publique de l'État, il y a la fonction publique territoriale, et donc le fameux millefeuille, et il y a la fonction publique hospitalière. En toute logique, les fonctionnaires de l'État, pour ce qui me concerne, ça devrait être ceux qui occupent les fonctions dans les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire que la fonction publique de l'État représente aujourd'hui 44% à peu près de ces fonctionnaires, et c'est à peu près de l'ordre de 2,5 millions. Voilà. Ça devrait être la solution, en tout cas, c'est ce que nous préconisons. Et puis, un autre petit point sur cette réforme de l'État, je parlerai là très rapidement sous le contrôle d'Olivier, c'est sur la dépense publique, 1300 milliards d'euros, qui représentent en gros 56% de notre PIB. Il faut qu'en un quinquennat, on puisse descendre en dessous des 50. Ça me paraît normal, et voilà, on ne peut pas du jour au lendemain réduire drastiquement, mais
Je pense que sur un quinquennat, passer de 56 à 50 ou à 49, ça me paraît une bonne chose. Ensuite, sur l'éducation nationale, je ne m'étendrai pas trop. Vous savez que l'éducation nationale, c'est un domaine qui est fondamental aujourd'hui, un outil au service de la nation, qui lui aussi a manqué à tous ses devoirs depuis 40 ans, et ça ne s'arrange pas aujourd'hui. Mais je dirais peut-être pas à l'image du président Trump, puisque pour nous c'était déjà quelque chose d'inscrit dans notre esprit. Il est évident que nous ferons en sorte que l'école française renoue avec l'apprentissage de l'amour de la patrie, et qu'il ne soit plus enseigné dans nos écoles une histoire complètement révisée, incitant les jeunes Français à une injuste et scandaleuse repentance. Voilà. Alors, autre sujet que vous trouverez dans l'interview qui a été menée dans le document, c'est le problème de la laïcité. Parce que on entend tous les jours parler de laïcité, mais il y a 30 ans, personne n'entendait parler de laïcité. Tout le monde vivait dans cette laïcité sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, nous vivions en système de laïcité sans même le savoir. C'était quelque chose d'évident. Alors, pour quelle raison parle-t-on depuis 30 ans de laïcité et puis de plus en plus? Il y a un vrai problème. Donc, cherchez l'erreur. Donc, dans ce domaine, vous verrez aussi que moi, ce que j'insiste là-dessus, la laïcité, certes, elle existe. La loi de 1905, elle a joué son rôle et elle doit continuer à jouer son rôle, parce que c'est pas parce qu'une nouvelle religion, entre guillemets, qui n'est d'ailleurs pas qu'une religion, c'est bien plus que cela, mais en tout cas, c'est pas au dernier arrivant d'imposer sa loi. Et donc, cette laïcité, pour moi, ne doit pas nier les racines chrétiennes de la France. Elle doit même les rappeler et en faire référence dans la Constitution. Alors ensuite, là aussi, dans le cadre des missions régaliennes, je dirais sur le problème de la défense. Voilà, problème de la défense, il faut au préalable énoncer deux évidences qui semblent cependant complètement ignorées par la classe politique et nos dirigeants aujourd'hui. Les rapports de force constituent toujours la base des relations internationales. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et les forces armées sont chargées d'assurer la première des missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la défense de la nation, la défense du territoire et de ses intérêts, les intérêts de la France dans le monde. Donc, partant de là, eh bien, il faut être cohérent. Cette mission régalienne de l'État qui est confiée aux forces armées étant fondamentale, ces dernières doivent disposer des moyens adéquats pour la remplir. C'est pourquoi la part du PIB qui doit leur être consacrée, moi je l'estime à 3%, elle devra être de 3% à l'horizon 2025. C'est-à-dire que là aussi, nous avions, au moment de la fin de la guerre froide, notre budget de la défense représentait 3% du PIB. Une puissance comme la France, un grand pays comme la France, qui ne peut pas consacrer 3% du PIB à sa défense, c'est inexplicable. Donc, vous imaginez qu'en l'espace de 30 ans, nous sommes tombés, sous la présidence Hollande, à moins de 1,5. On a approché à un moment 1,2. 1,2. C'est inadmissible. Inadmissible. Alors ensuite, l'affaire du Mali a fait que le président Hollande, sur les 34 000 réductions qui étaient prévues,
il en avait déjà fait la moitié, mais donc il s'est abstenu de faire le reste, alors que son prédécesseur en avait déjà réduit 54 000, hein, faut le souligner. Et donc, à partir de ce moment-là, il a dit on stabilise. Alors les journalistes ont dit le budget de la défense reprend. Non, il a stabilisé pendant 2 ou 3 ans, mais ça veut dire avec le taux d'inflation chaque année, une diminution. Alors avec M. Macron, il y a eu une révision, il a promis mais 2%, mais à l'horizon 2025. Alors qu'en principe, son quinquennat se termine en 2022. Bon, il a dit ça dans l'espoir d'être encore président en 2025, donc on verra bien. Mais en tout cas, 2% à l'horizon 2025. Moi, je préconise à partir de 2022 les 3% progressifs pour les atteindre en 2025, c'est-à-dire en 3 ans. Et ensuite, maintenir 3% pour retrouver des capacités, parce qu'on le sait très bien, l'opération Serval qui a été déclenchée et qui a précédé Barkhane au Mali, certes, ça a été une réussite, mais il faut bien analyser et savoir pourquoi c'est une réussite. Mais en fait, c'est une réussite pour nos soldats, pour la manière dont ils ont mené l'opération, la rapidité, etc. Mais c'est pas dû à nos moyens, que ce soit des moyens de transport stratégique ou tactique, des moyens de drones, des tas de moyens, même de munitions, etc. Donc on était tributaire de l'aide de nos alliés américains, britanniques, et l'affrètement de gros avions porteurs chez les Russes. Ça aussi, il faut le dire. Et j'aurais personnellement à cœur, par l'affirmation donnée au domaine régalien, qui doit revenir au premier domaine, parce qu'il a été oublié pendant des années, délaissé maintenant depuis trop longtemps, eh bien j'aurais à cœur de rétablir la grandeur de la France, qui doit pour cela recouvrer sa souveraineté, que j'évoquais tout à l'heure, et son indépendance de décision. Son indépendance de décision, c'est très important. Alors, tout cela nous amène à nos participations, etc. L'OTAN, par exemple. On voit aujourd'hui l'OTAN qui aurait dû être dissoute lorsque le pacte de Varsovie a été dissous, après la guerre froide. En fait, cette OTAN n'a joué que les intérêts des Américains, puisqu'en plus, chacun le sait, les nouveaux États de l'Union européenne, pays de l'Est, les anciens satellites de l'ex-Union soviétique, avant même de signer leur adhésion à l'Union européenne, avaient déjà signé leur adhésion à l'OTAN. Donc voilà, ce qui fait que l'OTAN s'est rapprochée de plus en plus finalement des frontières de la Russie. Faut bien là aussi comprendre le point de vue de Poutine. C'est une évidence. Et puis aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en Méditerranée orientale avec la Turquie, un de nos alliés dans l'OTAN, mais qui est devenu finalement l'ennemi de l'Europe et de l'Union européenne, qui est cette institution communautaire, mais qui est aujourd'hui incapable de prendre des décisions, de protéger ses citoyens. Et là, on voit bien, l'OTAN, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec le président Macron, l'OTAN est en situation de mort cérébrale, c'est vrai. Donc, c'est en mort cérébrale. Moi, je préconise la sortie de l'OTAN pour avoir... Il faut que nous retrouvions cette grande politique de la France qui était, dans les années du général de Gaulle, non alignée, qui permettait d'avoir une indépendance de décision, même si on ne peut pas être indépendant sur tous les domaines, mais en tout cas, la politique que l'on mènera devra nous permettre justement d'être maître de nos décisions et de ne pas avoir l'impression de jouer dans un clan contre un autre. Et à mon avis, c'est la bonne solution, retrouver notre souveraineté et notre indépendance dans ce domaine. Alors tout cela nous amène bien sûr au dernier point, c'est bien évidemment l'Union européenne. Quelle évolution, hein ? Donc moi je considère que l'Europe à laquelle appartient la France
est quand même l'héritière d'une grande civilisation de culture gréco-latine et de religion chrétienne que nous devons défendre. L'Union européenne, elle, est une association politico-économique d'États européens qui ont délégué, transmis par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. Et donc, ce que nous préconisons, c'est un certain nombre de choses qui doivent changer au niveau de l'Union européenne. Donc moi, je suis attaché à cet héritage historique, spirituel et culturel, et je dirais qu'il faut s'emparer du sujet et non pas le rejeter. Non pas pour viser à plus d'Europe, mais je dirais à mieux d'Europe, c'est-à-dire à une autre Europe. Cela doit donc nous conduire à imposer, on verra bien, mais à imposer des modifications majeures au fonctionnement de cette Union européenne qui n'œuvre pas depuis de nombreuses années dans l'intérêt des peuples européens. Et donc ces changements doivent s'inscrire dans un contexte totalement différent, dans lequel notre souveraineté, j'y reviens, sera réaffirmée et devra s'exercer pleinement à l'égard de l'Union européenne qui doit évoluer vers une union des nations, des patries. Cette souveraineté par essence étatique ne se partage pas. D'ailleurs, pour contredire le président Macron, il n'existe pas d'État européen, ni de peuple européen, mais des États européens et des peuples européens. La souveraineté européenne, ça n'existe pas, cela ne veut rien dire. La souveraineté ne peut être que nationale. Voilà. Alors, parmi les grandes lignes de ce que nous exigerons si nous arrivons au pouvoir au niveau de cette Union européenne, c'est bien sûr, vous l'aurez déjà probablement anticipé, c'est la réforme de Schengen qui a démontré la faiblesse de l'Union européenne face à cette invasion migratoire qu'on a connue depuis 2015 mais qui continue aujourd'hui. L'UE a démontré là son incompétence, son incapacité pour régler le problème de l'immigration. Alors quand on entend nos politiques et notamment même notre ministre de l'Intérieur dire que de toute façon l'immigration ça ne peut se traiter qu'au niveau au niveau européen, moi je suis d'un avis contraire. L'Union européenne jusqu'à présent a démontré le contraire. Cette solution ne peut venir que du niveau national. Et c'est du niveau national qu'ensuite ça peut faire tache d'huile chez les autres et puis le faire imposer. Donc la démarche est inverse. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de secret. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les contrôles à nos frontières seront rétablis. Ensuite, la zone euro, comme on le sait, Olivier Piacentini nous en a parlé aussi, cette zone euro est engagée dans une crise sévère, et le sujet, bon, si le sujet reste tabou aujourd'hui et non aisément abordé par les citoyens français, il y a quand même un certain nombre de réflexions qui doivent être menées et on voit bien que cet euro est trop cher, comme disait M. Fabius, ça ne convient pas, il masque beaucoup de choses et si nous continuons, nous allons au naufrage bien évidemment. Alors que cet euro, bien sûr, a été au départ institué par des gens qui avaient à l'idée que cette Union européenne serait fédérale. C'est pour ça qu'ils ont voulu imposer une monnaie unique, alors que normalement, ça aurait dû être une monnaie commune. Donc il faut revenir sur la réflexion et voir à ce moment-là cet aspect des choses sous cet angle. Et puis, je dirais qu'en plus, la crise aidant, on n'est pas à l'abri d'une implosion, d'une explosion de la zone euro et de l'euro lui-même. D'ailleurs, certains parlent aujourd'hui non pas de si le problème se pose, mais quand ça arrivera. Donc, à mon avis, il faut y réfléchir dès à présent et préparer un plan B. Préparer un plan B, au cas où pouvoir très rapidement passer dans un autre système.
Voilà. Ensuite, l'OTAN étant devenue obsolète, puisque je dis qu'on se retirera de l'OTAN, n'étant plus membre, comme indiqué, comme je l'ai dit, un concept bien sûr de défense européenne doit être réfléchi. Pour moi, il n'y a aucune possibilité d'avoir une armée européenne, puisque je l'ai dit, il n'y a pas d'État européen. Ce ne sont que des peuples. En revanche, les États européens ont des intérêts à défendre. Et donc, eh bien, il faut réfléchir avec nos partenaires sur cet aspect des choses. Et en plus, ça nous permettrait, nous, Français, de continuer à promouvoir, à développer notre industrie de défense pour essayer, eh bien, avec nos partenaires, de conduire à un aspect un peu européen. Quand on voit certains de nos partenaires européens qui achètent encore aujourd'hui du matériel américain, puisqu'ils sont membres de l'OTAN, mais enfin, il faut savoir ce que l'on veut. Hein, voilà. Et donc, pour terminer sur l'exemple de l'Union européenne, je disais que l'exercice de notre souveraineté est important et que donc cette souveraineté entraîne la primauté du Parlement national sur le Parlement européen. Donc voilà, tous ces éléments, vous les retrouverez un peu plus détaillés, mais comme je vous l'ai dit, ce document n'est forcément pas exhaustif. C'était pour présenter mes grandes orientations, hein, comme le titre l'indique, et donc tout cela va être développé, complété, peaufiné, etc. Voilà. Alors, dans la dernière partie, les économistes de Davos parlent depuis la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et ses conséquences sur l'économie mondiale de Great Reset, la grande réinitialisation en matière économique, industrielle, monétaire, etc. Le capitalisme financier international se trouve dans une impasse aujourd'hui. Les bases de l'économie ne sont plus viables. Il faut donc réinitialiser le système pour eux. La pandémie du coronavirus, la dette mondiale, ainsi que la nécessité du passage à une économie verte en sont bien sûr la cause, et l'idéologie mondialiste se trouve d'ailleurs parfaitement résumée par ce slogan. Et après l'effondrement annoncé des principales économies, et la France ne pourra pas y échapper, on peut faire confiance aux grandes organisations financières internationales pour édicter de nouveaux principes visant à mettre sous tutelle les États et à leur imposer un nouveau système mondial. Alors, à l'opposé de ce Great Reset, de cette grande réinitialisation des mondialistes, ma candidature à l'élection présidentielle est-elle porteuse d'un projet d'une grande réinitialisation également, mais celle-là est nationale, car notre pays est en perdition, et pour le sauver, eh bien, il faut restaurer la souveraineté de l'État et de la nation. Il faut cependant réintroduire dans le débat des principes totalement oubliés, alors qu'ils sont à l'origine même de ce qui fait un peuple ou une nation et qui participe à son unité. Au tout début, et c'est le fondement même de la nation, il y a l'amour de la patrie. Oui, l'amour de la patrie. C'est sur ce principe initial, sur cette base première, que la grande réinitialisation nationale que je porte doit avoir lieu. C'est un principe essentiel. Alors, bien sûr, soyons lucides et honnêtes. Être français aujourd'hui, pour des millions de personnes vivant en France, qu'elles soient d'ailleurs d'origine ou immigrées ou pas, cela ne signifie plus rien. La nationalité est devenue un droit qui donne lieu à une rente de situation qui se résume trop souvent à des aides financières,
Nous avons aujourd'hui des millions de passagers clandestins, si je puis dire, qui n'adhèrent pas au projet national. Les migrants, les étrangers en situation illégale, des immigrés qui profitent des lois de la République et des systèmes de répartition sociale, les binationaux, français de papier, et même des nationaux qui n'éprouvent que mépris et ingratitude pour le pays dans lequel ils sont pourtant nés. Tout cela sont, je les considère comme des apatrides par nature dans notre pays. Ils ne portent pas dans leur cœur l'amour de la patrie, l'amour de la France, et ils n'éprouvent que mépris et ingratitude pour le pays dans lequel ils sont nés. Ce sont ces mêmes apatrides de cœur qui, parce qu'ils sont des barbares, sont responsables aujourd'hui de l'insécurité que nous vivons tous au quotidien. Tous, que ce soit de l'immigré délinquant aux casseurs politisés, extrême gauche, Black Bloc et compagnie, ce sont des gens qui veulent notre désastre, oui, exactement. Donc, voilà. Alors, refusant d'adhérer par le sentiment à la communauté nationale, ils se placent de leur propre chef en dehors de la nation. Qu'ils aient à cœur une autre nation, comme les nombreux binationaux et français de papier, ou comme les clandestins, ou qu'ils vouent par nihilisme une haine féroce à leur patrie d'accueil ou patrie de terre natale. Donc voilà, Ernest Renan définissait l'existence de la nation comme un plébiscite de tous les jours. Eh bien, la grande réinitialisation nationale s'est commencée par faire un nouveau plébiscite, un plébiscite initial, un nouveau plébiscite d'un nouveau premier jour. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y aura les conséquences pour ceux dont la présence sur notre territoire est illégale et n'ont donc pas le droit de s'y maintenir, et pour ceux qui refusent d'adhérer à ce renouveau national. Remigration et déchéance de nationalité. Bravo. Bravo. C'est donc ainsi qu'avec ces deux mesures emblématiques, associées à d'autres mesures fortes, l'ordre et la sécurité seront progressivement rétablis dans notre pays, comme le retour à la prospérité. Alors, on le constate, cette grande réinitialisation nationale est vitale si on veut provoquer le renouveau de la France, le réveil de son peuple qui a depuis trop longtemps toléré l'intolérable. C'est donc une véritable révolution, je l'ai dit, qu'il faut engager aujourd'hui avec détermination face au renoncement de nos dirigeants politiques, voire à leur soumission à l'esprit totalitaire, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à leur collaboration à la destruction amorcée de la nation. Il faut donc rappeler ici quelques fondamentaux sans lesquels il serait illusoire d'envisager un quelconque changement. C'est précisément le but de ma candidature de les raviver pour permettre la réussite de cette grande réinitialisation indispensable pour permettre bien ce renouveau, la renaissance de la France et pour rendre, il faut le dire aussi, leur fierté aux Français, parce que c'est un grand peuple qu'on a maintenu depuis trop longtemps maintenant dans l'épée de Damoclès de cette culpabilisation et de cette repentance inacceptable. Lors de mon appel aux Français lancé le 10 juillet dernier à Paris, j'indiquais que notre combat serait souverainiste, identitaire et culturel. Ce triptyque constitue donc notre étendard et nous guidera pour l'élaboration des grandes lignes directrices de notre programme. La souveraineté, je le dis, représente le marqueur par excellence contre l'idéologie mondialiste et progressiste.
Elle doit, à l'extérieur, permettre à la France de porter un autre message plus conforme à ses intérêts au sein de l'Union européenne, de l'OTAN, je l'ai dit, donc on sortira de l'OTAN, ou d'institutions supranationales qui entravent notre liberté aujourd'hui dans la prise de décision. Elle doit lui permettre de retrouver son indépendance en matière de relations internationales, avec des conséquences sur la défense nationale que j'ai évoquées. À l'intérieur, elle doit se traduire par la restauration de l'État et par la réforme des institutions. La défense de l'identité nationale s'oppose également à l'idéologie mondialiste et progressiste. Elle est capitale pour combattre la contre-société issue de cette immigration de peuplement hostile à notre culture qui se développe à grande vitesse. C'est pourquoi il est temps de rappeler que la France est une terre qui a été forgée par la culture gréco-romaine et par la religion chrétienne. Elle doit donc conduire à une multitude de mesures adaptées sur les plans économiques, culturels, sécuritaires, sociétal. Enfin, le combat culturel doit être engagé, bien évidemment, sur le long terme. C'est normalement au sein de l'éducation nationale qu'il faut impérativement refonder, c'est évident, qu'il doit être mené sans faiblesse et avec détermination. La famille, qui constitue la base de la société, doit également être considérée comme un pilier fondamental, car elle est un vecteur essentiel d'éducation, de solidarité, de préservation et de transmission du patrimoine, quel qu'il soit. Transmission du patrimoine, qu'il soit d'ordre moral, spirituel, culturel ou tout autre. Cette refondation et ce combat culturel s'inscrit naturellement dans celui de l'identité nationale. Donc, si vous voulez, souveraineté, bataille identitaire, bataille culturelle, tout cela est lié. Et donc, avec cette grande réinitialisation ainsi engagée, la France deviendra à nouveau une grande nation et son peuple retrouvera sa fierté. Je vous remercie.